Je ne sais pas si chez vous, la gestion du coronavirus est mieux que chez nous. Voilà, donc j'aimerais savoir, dans le cas de Barcelone, quelle a été la démarche par rapport à la réhabilitation des édifices privés dans le cadre de l'ancienne ville. Voilà, merci. Très bien, c'est compris. Sans doute, le problème de propriété est un des problèmes les plus importants. Résoudre ça demande des gens comme Slimane qui vont faire les médiateurs, qui vont résoudre les conflits, qui vont trouver des solutions entre ce qu'on va faire avec les bâtiments, la contribution que chacun peut faire pour la restauration, l'intérêt qu'ils ont à préserver ou pas préserver les bâtiments. Donc, Barcelone, je n'ai pas la donnée, mais je peux dire que plus de 90% des bâtiments ou des appartements qui ont été traités dans les processus de régénération urbaine de la ville ont été des propriétés privées. La plupart. Mais la plupart, ça veut dire la grande plupart. Il y avait très peu de bâtiments de propriété publique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé des solutions. Quand il fallait travailler dans un bâtiment dans lequel il y avait donc 50 familles qui étaient propriétaires, donc on relogeait ces gens dans des bâtiments publics dans une période transitoire pour permettre que les chantiers puissent avancer, et après ces gens retournaient chez eux. Donc, résoudre ces problèmes sociaux, et je le dis toujours, c'est la composante la plus difficile d'un processus de régénération urbaine. Et la plupart des villes dans le monde, la propriété privée est presque les 100% de la propriété des logements. Il y a des bâtiments publics, mais normalement sont des services et pour d'autres fonctions. Mais ce qui est les logements, surtout en Espagne, c'est presque tout propriété privée. Et résoudre ça fait partie du processus et de la capacité de trouver un dialogue, un consensus, et d'offrir des solutions qui arrivent à résoudre les problèmes et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Très bien, merci. On invite Madame Amel Touil de poser la question, mais présentez-vous d'abord. Merci, Monsieur Balalou. Merci, Monsieur Casanova, pour votre présentation. Je suis Madame Touil, Amel, architecte qualifiée des sites et monuments historiques et enseignante d'architecture à l'EPO d'Alger. Je voudrais remercier Monsieur Casanova pour toutes les informations qu'il a présentées à travers sa communication. Et dans le même propos, j'ai une question relative aux murailles d'Alger. Donc, je vous remercie d'avoir consacré quand même un chapitre pour parler des murailles d'Alger. Il s'agit là d'un patrimoine qui n'a pas été fortement étudié auparavant ou qui n'a pas encore suscité une réflexion spécifique, et pourtant il pose une problématique urbaine et patrimoniale spécifique. Ma question est celle-là. Donc, selon vous, avec quelle stratégie doit-on aujourd'hui mener la sauvegarde des murailles d'Alger? Dans quel scénario aussi voyez-vous l'aménagement des abords des forts, le bastion 8, le bastion 11 que vous avez présenté? Et aussi, dans le même sens, est-ce que des travaux ont été faits? Nous avons été informés il y a quelques années d'un projet de réaménagement du bastion 8, mais nous voudrions quand même l'introduire dans nos enseignements à l'école et faire profiter nos étudiants qui voudront développer donc leur projet de fin d'études, par exemple, dans ces problématiques qui se posent aujourd'hui pour l'aménagement de notre vieille ville. Donc, merci encore une fois pour votre intervention. Merci, Monsieur Balalou. Merci à vous. Merci, Madame Mamel.
moi, je suis amoureux de système de fortification de la Casbah d'Alger. Et vraiment, à mon avis, il y a des travaux à faire et il y a des éléments à restaurer, à préserver et aussi à identifier. Parce que tous les bâtiments qu'il y a sur l'axe qui va du bastion 8 jusqu'au théâtre et jusqu'à la place de Port Saïd, c'est un chantier extraordinaire dans lequel on pourrait faire, pas des fouilles systématiques dans tous les territoires, mais on pourrait faire des échantillons qui pourraient vraiment identifier les éléments essentiels de ces remparts. Et de l'autre côté, du côté nord, sur le bastion 11, donc il y a le parking de l'hôpital qui serait un endroit où serait intéressant de fouiller. Et aussi, il y a pas mal d'éléments dans toute la descente et dans la partie de Sidi Ramdan où il y a vraiment des fouilles à faire et des éléments à identifier. Comme on disait par avant, qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire, on identifie que dans le lycée qu'il y a à côté des bastions 8, il y a un morceau de muraille. Ça veut dire qu'on va clôturer le lycée pour, pour, pour montrer le reste de la muraille. Bon, donc, dans chaque cas par cas, on doit réfléchir à quoi faire, comment faire et tout ça. Et donc, dans ce sens, je partage absolument votre inquiétude et votre intérêt pour le système de fortification d'Alger qui devait être assez riche et qui est vraiment possible d'y travailler et de faire la recherche pour l'identifier. Et moi, je suis étonné quand on a travaillé au réaménagement de la place de Port Saïd, que ça a été fait, ça a fait pas longtemps. Et il n'y a eu pas de fouilles archéologiques, ça m'a étonné. Mais quand même, bon, si on ne fait pas de fouilles archéologiques, donc quand même, le reste reste là. Donc, on le peut faire toujours. Un prof à l'université d'archéologie me disait, si tu ne peux pas faire des fouilles parce que tu n'as pas l'argent et le temps, le mieux, c'est que tu mettes une couche de béton et que personne ne le touche. Et quand tu auras la possibilité, tu enlèves la couche de béton et alors tu peux faire les fouilles et tu trouveras tout qui t'attend. Donc, dans le cas de système de fortification d'Alger, je pense qu'on est un peu dans cette démarche. Au moment où la ville va mettre en valeur tous les systèmes de fortification, il y a, à mon avis, il y a tout là et il ne faut pas être pressé à les récupérer. Il y aura le temps. Mais surtout, il faut être attentif à ce qu'ils ne soient pas détruits. Oui, c'est juste. De toute façon, j'aimerais informer Mme Twill que dans le cadre du programme patrimoine dont M. Casanova était un de nos consultants experts, on avait travaillé sur la sauvegarde des fortifications de la Casbah d'Alger parce que c'était des éléments. Vous m'écoutez, c'était des éléments un petit peu ignorés du patrimoine de la Casbah. Il y a quand même un travail qu'on peut partager avec vous, tous les relevés des fortifications des bastions 8 et 11. Et puis, il y a des sondages qui ont été faits au niveau des bastions 8 et un projet, j'espère qui verra le jour, de création de centres d'interprétation des fortifications de la Casbah d'Alger pour les intégrer dans cette dynamique de régénération urbaine. Voilà, il y a Mme Qsbaji Selma qui demande la parole. À vous la parole, Qsbaji. Laissez-moi de vous activer le microphone. Activez votre microphone, Selma, s'il vous plaît. Allez, tfadli. Madame Selma Qsbaji, vous avez demandé la parole. Vous avez levé la main. Allez. Je crois qu'il y a Mme Lawes qui demande la parole aussi. C'est bon?
Oui, Merci, Monsieur Balalou. Donc, je tiens à remercier Monsieur Casanova pour cet exposé qui est vraiment extrêmement riche et surtout pour les parallèles et les analogies qu'il a faites pratiquement sur des villes très importantes, Paris, Barcelone, Alger, Vienne, etc. Et surtout sur la deuxième partie qui concernait principalement notre capitale et la problématique de la Casbah et donc des vieux centres historiques. Je poserai deux questions par rapport justement à votre expérience sur Barcelone, qui est très intéressante, où j'ai vu un exposé de tous les éléments qui ont été pris en charge en fait. Des éléments qui viennent de l'extérieur, donc de la campagne comme les aqueducs, jusqu'aux fortifications, jusqu'à l'habitat, jusqu'à la construction pratiquement, voilà, toutes les constructions, tous les monuments sans en exclure aucun. Et c'est ça qui était intéressant avec l'intervention de tous les spécialistes. Moi, la question que je poserai dans votre expérience, quelle a été dans cette intervention les échéanciers et les priorités surtout? À quel secteur avez-vous accordé la priorité? Des financements et des actions, parce qu'à toute action, il faut des financements. Donc, quelles ont été vos priorités dans ces interventions-là? Est-ce que ça a été d'abord la cité elle-même, c'est-à-dire les monuments emblématiques, la cité elle-même construite en tant que, je veux dire, bâtiment résidentiel, etc., ou bien ces structures plutôt de fond, entre autres les fortifications, les aqueducs, etc. Je veux dire, comment vous avez déterminé cet échéancier et cet ordre de priorité dans vos actions? Ensuite, une deuxième question, c'est par rapport à la gentrification. Moi, je poserai la question par rapport aux récalcitrants dont vous aviez parlé, à savoir ceux qui engendraient un petit peu les conflits, les situations de conflit. Donc, les privés, parce que pour la plupart, vous l'avez bien précisé, c'est des propriétés privées. Comment avez-vous agi? Quelles sont les solutions, parfois extrêmes, que vous préconisez dans le cas vraiment des propriétaires les plus récalcitrants, afin de les en sachant qu'ils ne peuvent plus rester dans ce centre et qu'ils ne peuvent plus répondre aux exigences de cette vocation que vous voulez donner à ce centre, et quelles sont donc les solutions que vous avez préconisées pour qu'ils puissent justement aller se déplacer ou alors se mettre à niveau, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Madame Lawes. Bon, les priorités, il faut dire, Barcelone a démarré avec un centre-ville tout à fait délabré. Quand on est arrivé à la démocratie, en 1975, la ville était absolument abandonnée. Il n'y avait que des marginations, il y avait la prostitution, il y avait tout ce qu'on peut détester dans une ville. La municipalité démocratique savait, au moment où on a pris le contrôle de la municipalité par la voie électorale, savait parfaitement qu'il y avait un problème terrible dans la vieille ville. Et la priorité de la municipalité était améliorer les cadres de vie de la population. Ça, c'était la priorité. Alors, quand les habitants habitent dans un bâtiment, dans un immeuble qui a une valeur patrimoniale extraordinaire aux mineurs, mais a une valeur patrimoniale que c'est à la fin cet élément qui va caractériser et va préserver les caractères de la vieille ville. Donc, il faut améliorer les cadres de vie et préserver la qualité patrimoniale de ces patrimoines. Je dis excellent, de première qualité, ou simplement un élément qui donne le caractère à la vieille ville. Donc, c'est l'objectif et la priorité claire de la municipalité et du maire était améliorer la qualité de vie des habitants. Et au moment où on essayait d'améliorer la qualité de vie des habitants, en même temps, on préservait les patrimoines. C'était win-win dans ce sens parce qu'on faisait les deux choses en même temps.
La vision patrimoniale stricte de l'aqueduc, tout ça, était donc comme un habit culturel en parallèle. Il y avait la vision sociale, il y avait la vision culturelle des éléments qui on peut considérer des monuments. Et donc ça, il y avait la restauration des monuments. Mais la priorité essentielle était les habitants. Et les habitants à Barcelone, ce n'est pas le cas d'Alger. Alger, vous avez la grande chance qu'il y a pas mal de propriétés, disons, publiques. La propriété est presque toute privée et il n'y avait pas d'autre façon de faire que bon, la municipalité a décidé de donner des aides à la réhabilitation, c'est-à-dire si toi tu veux restaurer, réhabiliter ta maison, donc on te donne les 30% de tout ce que tu vas investir, les 30%, les 15%, les 40%, ça dépend de ton niveau de revenus et de ta capacité économique. Et donc, on essayait de convaincre les propriétaires à faire des travaux de restauration ou de réhabilitation par la voie d'incentiver avec une aide économique. Parfois, ça marchait très bien, parfois, ça ne marchait pas du tout. Et on rentrait dans un processus de négociation. Et bon, on peut dire aujourd'hui que presque tous ont réussi. Mais quand tu es dans les processus de négociation, tu as l'impression que tu ne vas jamais réussir. Mais au moment où la boule de neige commence à tourner, ça devient de plus gros, et les gens qui restent en arrière disent, nous, on va rester en arrière, on doit s'attacher à ce processus qui va améliorer et qui va donner une valeur foncière plus importante. Donc, à la fin, on gagne parce que mon logement va doubler les prix dans les marchés. Donc, ça, c'est gagnant-gagnant. Donc, mais on revient toujours au dialogue, à la négociation, au consensus. Et dans quelques cas extraordinaires, on arrive à l'expropriation. Mais ce sont des cas extraordinaires. Merci, merci Xavier. J'aimerais marquer une petite pause parce qu'il y a des stagiaires qui ont suivi des formations chez toi, Xavier, qui voulaient faire des témoignages par rapport aux formations qui ont suivi sous ton contrôle au niveau de la Casbah d'Alger et d'Oran. Si tu veux qu'on donne la parole à certains de ces stagiaires, et puis après, il y a M. Akresh qui demande la parole. OK? Oui, oui. Je crois qu'il y a Bouchlaram Mourad qui voudrait parler. Bouchlaram. Assalamu alaikum. La caméra تاعك سي بوشلاغم. معليش tu n'as pas caméra معليش allez-y. Il y a monsieur Marabi. معليش arrange ton connexion. Normalement Il y a Myra Maria qui demande la parole. Myra Maria, تفضل. السلام عليكم. في البداية أود أن أعبر عن ترحيبي بأستاذي في التراث المبني الخبير الدولي كزافيير كاسانوفا، ومن خلاله كل الأساتذة الذين استفدنا في التكوين عن أيديهم. أحيي كزافيير كازانوفا، جون جاك ألغرو، أكسيل إميفييف، ليوك بوزيت سباغ، رينزو فرانسيس ميزون، جون إيف جينيل، وليد بن عطية، فينسون لومباردو، مينيرفا أومبينا. إذن أحييكم كلكم. أحيي أيضا الأستاذ بلال على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة سأحاول نيابة عن زملائي أساتذة التكوين المهني الذين استفادوا كما استفدت من تكوين متخصص في التراث المبني، سأحاول أن أنقل شهادة موضوعية حول تربصنا في إطار برنامج حماية وتثمين التراث المبني، التراث الثقافي في الجزائر. حقيقة أن هذا التربص كان بمثابة الدفعة الحقيقية
لعجلة التراث المبني في الجزائر. وحسب علمي الأول مغاربيا تقريبا استفدنا من تكوينات نظرية وأخرى تطبيقية في جميع مهن التراث المبني، وكان المحتوى مناسب جدا، وكذلك التكفل كان في ظروف حسنة. إذن كل هذا له انطباع أسقط على شخصية كل المتكونين. إذن على المستوى العام كل المكونين استفادوا. نعم، كل المكونين استفادوا. نحن ممتنين جدا لهذا التكوين. أعتقد أن العملية يجب أن تتبع بمخططات أخرى، وذلك لتوظيف هذه الطاقات وعدم تركها تضيع بعد كل هذا الجهد الكبير والجهد العظيم. بالنسبة لي على المستوى الشخصي أقول أنني ربما كنت محظوظ أكثر من زملائي، وذلك لأنني شاركت في تأطير فوجين، فوج تقني سامي في ترميم المواقع والمعالم، وفوج الثاني برتبة التحكم المهني وهو في اختصاص بناء في التراث المبني. هذا الفوج الأخير لا زال قيد التربص، أما الفوج الأول فقد تخرج. صدقوني لو قلت أن أثناء مناقشة مذكرة تخرج المتربصين شعرت حقيقة بقيمة ومستوى التكوين الذي اكتسبته، وذلك من خلال ردود أفعال بعض المختصين الجامعيين في التراث، والذين عبروا عن تفاجئهم حقيقة بما يملكه المتربصين من معارف، وخاصة قدرات في الجانب التطبيقي خاصة. وهنا ينبغي أن أذكر بخير كل المكونين الذين ساهموا في تكويننا. طبعا إن هذا النجاح هو حقيقة تقييم شخصي لي شخصيا، وهو أيضا تقييم للبرنامج ككل. إذن أنا جد ممتن لهذا الموضوع. دائما على الصعيد الشخصي وبحكم الصعوبات التي ربما أحيانا أجدها، وجدت نفسي خاصة في جانب اللغة. تعلمون أن المستوى الأول والثاني والثالث على مستوانا كقطاع تكوين مهني يحبذون الدراسة باللغة العربية، وهنا وجدت نفسي متجها إلى التأليف. طبعا أخذت كل الدروس التي تلقيتها من الخبراء الذين ذكرتهم، وقمت بتأليف بعض المؤلفات التي تفيد المتكونين. وبالتالي فإني أغتنم هذه الفرصة لأروج لمؤلفي هذا. كذلك على الصعيد الشخصي دائما فإنني أدرس دراسات قانونية أخرى. نعم، وقيلا طولت شوية، يعطيك الصحة. أعطيني شوية وقت نترجم للأستاذ، معليش. نعم تفضل. Casanova, tu as écouté? Oui, oui. Alors là, c'est un de tes stagiaires, parce que tu sais, je voudrais partager cette information avec tout le monde, aussi avec M. Bouchnaki, que dans le cadre du programme patrimoine qui rentre dans le cadre d'une coopération avec l'Union européenne, nous avons lancé quand même un cycle de formation très intéressant avec la formation professionnelle dans lequel l'école d'Avignon, vous-même qui ont mis en place cette formation, qui a donné vraiment une bonne pépinière de formateurs dans le domaine du patrimoine culturel. Au jour d'aujourd'hui, ces formateurs, je veux t'informer que tu as formé, toi et tes collègues, actuellement sont tantôt des directeurs de centres de formation, sinon sont des enseignants au niveau des centres de formation professionnelle. Ils ont créé même des filières qui a une relation avec le patrimoine culturel. Je crois qu'il y a باغي تتكلم أستاذ؟ فقط خلاص إبراهيم سي بون. إبراهيم خلي باسكو ما عندناش وقت. ميرسي إبراهيم. صح. Casanova, est-ce que tu as un mot à dire par rapport aux formations Oui. Je vais remercier ces mots et je dois dire que pour moi, a été un gros plaisir de faire la formation avec les groupes de formation professionnelle parce que, disons, c'est pas normal chez nous
trouver des gens si motivés, si intéressés à rentrer dans le monde du patrimoine dans le secteur de la formation professionnelle, parce que tous les participants, tous les stagiaires étaient profs dans la formation professionnelle, mais n'étaient pas spécialisés dans les sujets du patrimoine. Donc, j'ai vécu une expérience unique parce que je vois, et c'est le plus important, la capacité de multiplication qu'on a quand tu formes des formateurs qui vont accéder aux jeunes qui vont faire la formation professionnelle dans le domaine de la construction et qui vont rentrer ou vont au minimum vont être sensibilisés au patrimoine et aux techniques de construction traditionnelles et tous ces problèmes qui se posent surtout en Algérie. Il faut dire qu'en Algérie, les métiers traditionnels sont plus perdus que, par exemple, au Maroc. Et donc, c'est une des actions plus importantes à faire de récupérer ou reconstruire cette capacité des artisans de bien faire, de bien travailler avec les techniques traditionnelles qui à cause de plusieurs causes, ont presque disparu. C'est-à-dire quand on travaille la chaux et on voit qu'en Algérie, la chaux, c'est un élément qu'on ne connaît pas du tout, ou qu'il y a très peu de monde qui connaît, ou très peu de maçons qui connaissent comment travailler avec la chaux. Donc ça te donne une satisfaction d'avoir la possibilité de former des formateurs dans la formation professionnelle qui vont sensibiliser sur la chaux et aussi donner une formation précise à comment travailler, par exemple, avec la chaux. Ce n'est pas seulement la chaux, les bois et des milliers d'éléments. Donc, ça a été un grand plaisir de faire cette formation. Merci, Kazan. Moi, je voudrais passer un message d'espoir parce qu'il y a des choses qui se font positives en Algérie, ce genre de formation, quelques actions aussi à la Casbah d'Alger. Rien n'est encore perdu, donc on peut faire beaucoup de choses à la Casbah d'Alger en profitant d'expériences de Vienne, de Paris, de Barcelone et tout cela. Il y a des choses qui se font aussi à Gardaïa et dans beaucoup d'autres villes. Donc, il faudrait, c'est cette lueur d'espoir que je voudrais partager avec mes collègues. Il y a M. Abdelhakim qui insiste pour parler parce qu'il a été aussi un de tes étudiants. Abdelhakim, تفضل, نشوفك. Oui. Bon, salam alaikum. Rapidement, Hakim. Oui. Salam alaikum. Salam. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette occasion, pour cet espace d'expression et pour de m'avoir partagé cette conférence très copieuse. Au début, je n'ai pas de questions, mais je veux commencer sur une annotation positive. Une annotation positive par rapport à l'action menée par le ministère de la Culture qui nous a procuré cette formation, la formation des formateurs des maçons du patrimoine bâti. J'ai eu l'occasion d'être parmi le mini-groupe qui a été formé en premier lieu entre 2016 et 2018. Bon, je n'étais pas le stagiaire direct de M. Xavier Casanova, mais j'étais dans le deuxième groupe qui a été formé par Bouzid Sabeg et les autres spécialistes que mon collègue avait cités. Bon, je voulais poser une question à M. Xavier Casanova. C'est un thème très pratique dans la sauvegarde et la restauration. Quelles sont les situations pratiques d'intervention sur les tissus anciens qu'un maçon peut retrouver réellement? Bon, c'est ça ma question à M. Xavier Casanova. Merci. Ce n'est pas l'ordre du jour de la question d'aujourd'hui. On revient au débat. Il y a M. Akretch Lounès qui demande la parole. M. Akretch. Allô? Ah oui, allô. Khair Zoher. Khair, c'est Akretch. Tfadal Akretch. Monsieur Casanova, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci. Donc, ma question c'est qu'à votre avis, qu'est-ce qui retarde la régénération de la Casbah d'Alger? On voit que beaucoup d'efforts ont été fournis
et que l'intention de régénérer la Casbah a été bien avant celle de Barcelone, 1973, d'après vos informations. Est-ce que c'est un manque de volonté politique, manque de moyens financiers, manque d'expertise? Et quel pourrait être un élément déclencheur de cette régénération tant attendue de la Casbah d'Alger et d'autres villes, à l'instar de la Casbah d'Elis et Sidi El Houari et d'autres vieilles villes algériennes qui attendent toutes un salut de cette régénération? Et merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, excusez-moi, Casanova, à Karachi, il est architecte, il est directeur d'un bureau d'études, lui-même est chargé du plan de sauvegarde de la ville de Delès. Je pense que ce serait bien de nous donner plus de propositions concrètes par rapport à vos expériences. Parce que Casanova, il a dit au début, il n'est pas expert de la Casbah d'Alger, il partage avec nous une expérience internationale dont on doit tirer des leçons. Voilà. À toi la parole, Casanova. Bon, merci Lounès. J'espère que tout va bien à Delis. Bon, moi, je connais la Casbah d'Alger un peu, la Casbah de Delis aussi un petit peu. Où est le problème? C'est une question difficile parce que si serait facile, on l'aurait résolu au fil des années. Parce que, comme toi tu disais bien, c'est avant de commencer la régénération urbaine de Barcelone qu'Alger s'était déjà inquiété, avait travaillé, avait fait des efforts, avait demandé à l'UNESCO, avait fait milliers de choses pour essayer de préserver la Casbah, mais le résultat n'a pas été extraordinaire jusqu'aujourd'hui, au-delà des étalements. À mon avis, les problèmes est dans la médiation et dans la gouvernance. Tout d'abord, la Casbah d'Alger, c'est un sujet inabarcable et protéger pierre par pierre tous les pierres qu'il y a dans les périmètres de protection. Ce n'est pas un monument, ce n'est pas un élément facile, ce n'est pas Ketchawa, c'est vraiment un élément d'une complexité extraordinaire. Et à mon avis, à différence de Barcelone, la vie de préservation de la Casbah d'Alger a été plutôt monumentale, patrimoniale que sociale. Même si, bien sûr, la composante sociale fait partie. Mais au moment où on parle des plans permanents de sauvegarde et on est dans le ministère de la Culture, sans doute, la composante patrimoniale est plus importante que la sociale. Et on connaît bien la problématique sociale qu'il y a dans la Casbah d'Alger aujourd'hui, et ça fait longtemps. Et d'autre côté, il y a une diversité d'acteurs qui tirent d'un côté de l'autre, mais pas qui travaillent tous ensemble pour avancer. Parce que ce qui, à mon avis, est clair, c'est que les problèmes de la Casbah d'Alger, je ne sais pas aujourd'hui, mais pendant quelques années passées, n'était pas un problème de capacité économique. Il y avait une enveloppe du ministère de la Culture pour la régénération urbaine de la Casbah d'Alger qui n'a pas été utilisée, disons, qui reste encore là. Mais il se dévalue de jour après jour. Et à mon avis, ce n'est pas un problème économique, c'est plutôt un problème de l'avis trop patrimonial, trop protection patrimoniale qu'il y a dans la loi et dans les concepts des plans permanents de sauvegarde, et aussi la difficulté de trouver un directeur d'un bureau qui a l'autorité pour gérer sans intromission des uns et des autres
avec la collaboration de tous les différentes directions générales de l'habitat, direction générale de la culture, direction générale, toutes les directions générales doivent travailler ensemble, mais il doit y avoir une tête qui, à Barcelone, a été claire, tout le temps a été clair, même s'il a changé 2 ou 3 fois, la tête était claire et cette tête était qui avançait et qui marquait tous les objectifs à atteindre. Et je pense que ça, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas existé à Alger. Très bien, merci. Monsieur Bofis Mehdi, à vous la parole. قدم روحك من فضلك. Je vous ai activé le micro, vous l'avez désactivé. Laisse-moi vous activer le micro, من فضلك. Bofis, activez le microphone تاعك. تفضل. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, en fait, ma question, c'était pour rebondir un petit peu sur la lueur d'espoir dont parlait M. Balalou. Ça fait pour nous 4 décennies qu'on intervient sur la Casbah et j'aimerais bien retenir des enseignements de ces différentes interventions. Il n'y a pas eu que Ketchawa comme intervention, il n'y a pas eu que les dernières interventions médiatisées qu'on connaît de la Casbah. Il y en a eu des dizaines. Ceux qui sont plus spécialistes que moi peuvent me corriger. Peut-être qu'il y en a eu des centaines. Quels enseignements pouvons-nous en retenir? Il y en a certainement quelques-unes qui sont réussies, même partiellement. Donc, c'est pour rester sur un peu du positif, sur 4 décennies d'intervention, qu'on reste sur de bons enseignements. Il y a des opérations qui sont réussies. Il n'y a pas que des échecs dans ce projet. Il n'y a pas eu que des échecs. Et pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis architecte et j'ai pris part à quelques opérations par le passé à la Casbah. Et je vous remercie encore une fois. Et merci, M. Bofis. Dites-moi, Casanova, quand est-ce qu'on veut couper? Si vous êtes fatigué, si tu es fatigué, dites-moi le temps. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis à la maison, je suis à l'aise. Très bien. Il y a 4 ou 5 personnes qui demandent à poser des questions. D'accord. Sur les commentaires de M. Bofis, sans doute, il y a plein de choses qui ont été faites dans la Casbah et sans doute quelques-unes de ces actions, opérations, restaurations qui ont été faites permettent d'attirer des expériences et on pourrait les utiliser. Mais à mon avis, le problème, c'est des gouvernances, de quelqu'un, d'un leader qui vraiment attire de tous les processus et défaillant. Et il y a donc, par exemple, la plaque que j'ai montrée de Sidi Ramdan, ça a été un lancement d'une opération qui devait avoir une continuité, mais qui n'a pas eu la continuité. Alors, il y a plusieurs expériences qui commencent et qui arrêtent. Et ça, c'est très difficile à gérer. Si tu relances, tu arrêtes, tu relances, tu arrêtes, tu relances, tu arrêtes. Ça, c'est vraiment difficile d'avancer dans ces sens. Et ce que je vois, ce n'est pas qu'une opération est meilleure que l'autre, mais qu'il y a plusieurs actions qui ont été lancées, mais qui n'ont pas eu une continuité et un objectif final global. Et c'est là où je vois les problèmes. Mais qu'il y a plein d'actions qui ont été menées dans la Casbah et qui sont très intéressantes et que on pourrait tirer des expériences, de ces expériences pour continuer à avancer, c'est absolument clair. On ne peut pas discuter ça parce qu'il y a plein d'actions. Merci. Alors là, on va interpeller M. Zekar Abdouahab. Il est parmi nous. À toi la parole, M. Zekar. Tu as un commentaire? Wahab? Allô? Oui, très bien. On t'écoute, mais on ne te voit pas.
Merci M. Balalou. Merci à M. Casanova d'avoir fait cette comparaison, même si on ne peut pas faire directement une comparaison entre deux villes dont le relief est complètement différent. Je vais directement au point que j'ai noté ici. Vous avez parlé de gentrification. La Casbah, on ne peut pas parler de gentrification à la Casbah. Parce que tout simplement, dans son classement au patrimoine mondial, il y a la valeur immatérielle, donc la présence des habitants eux-mêmes dans ce tissu. Et nous ne voulons pas d'une Casbah complètement vidée de sa population, vidée de son âme et de ses traditions et de ses coutumes. Nous voulons maintenir le maximum de personnes en place. Vous n'avez pas parlé d'une chose qui n'existe pas peut-être à Barcelone, c'est le nombre de squatteurs qu'il y a au niveau de la Casbah. C'est cela le problème. Le problème, ce ne sont pas les propriétaires, peut-être un peu moins les locataires. Du patrimoine culturel. 12 wilayas pilotes ont été choisis lors de ce programme et j'ai bénéficié d'une formation de 18 mois, à l'instar des 11 experts juniors collègues des 11 wilayas pilotes, qui m'a donc permis d'avoir des aptitudes techniques, théoriques et surtout pratiques dans les divers champs du patrimoine culturel et surtout dans l'inventaire. Cette expérience a inclus une formation initiale d'une durée de 2 mois portant sur la méthodologie d'inventaire général et sur la pratique d'indexation. Et on a utilisé les modèles de fiches et autres outils méthodologiques développés par le programme spécialement pour l'Algérie, fiches, thésaurus et systèmes descriptifs, etc. Et on a travaillé en étroite collaboration avec les institutions algériennes concernées. Après la formation des 2 mois, chacun de nous, je veux dire les 12 experts juniors, ont renseigné ces fiches d'inventaire, de recensement appliquées à des exemples concrets du patrimoine culturel mobilier et immobilier situés dans les 12 wilayas pilotes en correspondance avec les institutions du ministère de la Culture. Et en parallèle, cette mission d'inventaire général, la formation nous a permis la participation à des ateliers pratiques thématiques dans différentes wilayas touchant des thèmes, des différents thèmes comme le partage d'expériences et des capacités d'inventaire, la communication, le patrimoine architectural urbain du 19e et 20e siècle, et des ateliers aussi, comme l'atelier thématique sur la conservation des biens culturels et l'évaluation des risques. Et on a pris les ressorts de Boussaada et la Qala de Bani Hamed comme exemple. Et un 5e atelier thématique était sur l'identification et les classifications des éléments du patrimoine culturel et matériel à Béjaïa. Et un dernier atelier à Tlemcen, c'était une rencontre traitant le thème suivant: quand la restauration du patrimoine participe à la construction de l'identité de la ville. Et pour ne pas trop tarder, à nos jours, le fruit de notre travail a permis de produire environ 1000 fiches d'inventaire du patrimoine culturel réparties sur les 12 wilayas. Et pour cela, il serait utile et intéressant de poursuivre ce travail d'inventaire à travers l'ensemble du pays et partager notre expérience avec les nouvelles générations et donc former à notre tour. À la fin, je remercie vivement l'ensemble des gestionnaires de l'UAP, les experts seniors algériens et européens, et spécialement Madame la coordinatrice de l'UAP, composante inventaire, Madame Sylvia Cravero, pour tous les efforts fournis
et sans oublier nos collègues seniors et juniors qui ont contribué de cette formation, puisque c'est un travail d'équipe. Et bien sûr, le ministère de la Culture et spécialement le directeur du programme patrimoine. Et je pense que l'inventaire est un sujet très vaste. Et voilà, et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Myriam, pour ton témoignage. Ceci renforce notre vision d'espoir. M. Bouchnaqi, cette plateforme a permis à ces jeunes qui ont travaillé avec nous dans différents programmes et ça commence à donner des fruits. Il ne faut jamais fermer les portes, il faut toujours semer une bonne graine parce que les véritables acteurs et ceux qui vont défendre ce patrimoine, ce sont ces jeunes-là qui sont dévoués. Les directrices d'un site archéologique à Oumbouaki, au fin fond de l'Algérie. Elle se bat contre les conditions humaines très difficiles et climatiques. Et les autres sont un petit peu affectés dans 12 wilayas. Ils sont en train de travailler. Enfin, ça a été un travail qui a été aussi mené aussi avec en compagnie de M. Xavier Casanova, partie européenne, mais partie algérienne. Bien entendu, nous avons le GBC et les structures et les musées qui ont contribué. Donc, ça fait plaisir qu'ils ont cette shaja'a al-adabiyya de parler, d'exprimer et de confronter des situations très délicates. Elle a parlé d'identité culturelle de la ville. Et c'est extraordinaire. Donc, je m'abstiens. Il y a encore des demandes de questions. Est-ce que je peux continuer, Xavier, à poser des questions? Xavier? Ouais. Je continue à... Tu vas écouter des questions? Alors, il y a M. Métaïr Doran qui veut poser la question. Métaïr, c'est l'association Bel Horizon, je crois, non? Métaïr, tfadal. Métaïr. Je ne vois pas Métaïr. Apparemment, on l'a fait attendre. Adel Souami de l'EPO, enfin, je crois qu'il est à l'EPO. Hein. Monsieur Adel Souami. Bonjour, Zohair. Oui, toujours de l'EPO. Ça fait longtemps, hein? Ah oui, ça fait une belle lurette depuis Gardaya, donc ça fait déjà une belle lurette. Alors, merci Zohair pour cette initiative. Merci de me donner la parole. Merci à M. Casanova pour l'intervention, ce qui me permet de rebondir et de réagir. Moi, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que cette conférence, c'est bien de l'avoir fait, mais à la limite, j'ai envie de dire qu'elle aurait dû être faite aux responsables politiques à différents échelons, ainsi qu'aux différentes associations. Parce que je vais peut-être choquer certains, puisque la majorité, on est des architectes. Moi-même, je suis architecte, enseignant architecte. Nous, les architectes, on vient dernier. Mais vraiment, on est les derniers des derniers qui doivent intervenir. La conférence de M. Casanova me conforte là-dessus. Très simple. Le quartier de la Casbah, on oublie que c'est un quartier patrimoine, là c'est patrimoine, et ben c'est un quartier qui souffrirait de délaissement et de non-intérêt, de tous les métiers qu'il y a dedans et de tous les mots urbains qui se trouvent. Je pense que d'abord, il faut le considérer tout simplement comme un quartier auquel, plus tard, on a rajouté la dimension patrimoniale. C'est-à-dire, c'est un quartier urbain avec tous ses problèmes, tous ses enjeux. Est-ce qu'il faudrait partir du fait que donc c'est un quartier qui doit prendre en considération plusieurs enjeux dans le patrimoine, limite sera en dernier, mais il faudrait en tenir compte. Et il faudrait faire appel aussi bien d'un côté à l'État, aux décideurs, de l'autre côté aux habitants. Les deux doivent jouer un rôle. Je crois que les deux, ils ont un peu, excusez-moi du terme, déconné. D'un côté, l'État, on voyait ça que depuis que le classement de la Casbah, on pensait que c'est bon, l'UNESCO allait financer, ou l'argent allait venir, etc. et tout. Où les responsables aussi pensaient que quand le pétrole il était très cher, ça va. On a atteint un pétrole qui a pratiquement frôlé les 150 barils le dollar. Est-ce que pour autant la Casbah a été sauvée? Est-ce que le patrimoine a été sauvé? Non, il y a eu des budgets qui ont été alloués, mais comment ils ont été distribués? Je ne crois pas que c'était une histoire de magouille, même si sur moi il doit y en avoir. Le problème politique en Algérie, c'est que le pouvoir aux élus. Prenons l'exemple de Barcelone, que vous avez dit. Adel, on a perdu le son. Adel. Adel. Oh là là. On revient vers toi, Adel Mbachouia. Il y a Farida Roumen Bounouis. Oui. Oui, bonsoir, M. Malalou. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je suis donc Farida Benoui, je suis diplômée en histoire de l'Université d'Alger
Et j'ai été, à ce titre, je le souligne, l'élève de M. Bouchnari quand il était enseignant à l'Université d'Alger, que je salue donc et que je remercie pour nous avoir accompagnés pendant tout ce cycle de conférences. Voilà, moi je voulais aborder un sujet qui a été évoqué un petit peu par M. Casanova et donc je l'en remercie. Et puis vous-même, M. Balalou, vous en aviez parlé. La dernière fois, j'ai voulu rebondir, mais mon micro ne marchait pas. Il s'agit de la nécessité de documenter les fouilles. En fait, il faut parler des publications des travaux d'archéologie. Voilà, vous en aviez parlé la semaine dernière, M. Balalou, et là, M. Casanova a donc insisté là-dessus. Effectivement, nous, en Algérie, nous souffrons un petit peu de ce manque sur le plan de la publication des travaux de recherche, etc. Or, comme vous savez, les chercheurs ont besoin de publier. D'abord, ils ont besoin de publier pour des raisons évidentes, de publier les résultats de leurs recherches pour enrichir tout simplement les connaissances nécessaires à l'écriture et quelquefois même à la réécriture de notre histoire, renouveler en particulier le corpus ancien à la lumière des nouvelles découvertes. Et les chercheurs ont besoin de publier aussi parce qu'ils en ont besoin pour leur carrière. Il faut qu'ils publient pour pouvoir continuer à avoir d'autres projets, d'autres fonds. Or, les grandes publications sur l'archéologie ont pratiquement disparu. Comme vous le savez, les grandes revues comme l'Ibica, le bulletin d'archéologie algérienne, qui ont pratiquement disparu depuis la fin des années 80. Elles ont continué un petit peu de manière sporadique et puis elles ont disparu. Je sais qu'il y a des projets qui doivent se faire de la part du CNRPH qui veut reprendre la relance donc de la revue Libica, ainsi que le CNRA qui veut lancer le bulletin d'archéologie. Donc, c'est une très bonne chose, bien sûr. Et moi, je réagis donc en tant qu'éditrice d'une revue d'archéologie. C'est une revue qui s'appelle donc ICOSIM. Il s'agit d'une revue scientifique, bien sûr, académique. Nous l'avons créée avec Madame Nedjet Ainsbach, qui est professeure à l'Institut d'archéologie de Beni Messous, et avec Madame Ginette Omassib, qu'on ne présente plus, qui est une grande spécialiste, grande préhistorienne de notre Sahara. Voilà, donc cette revue, elle a un comité scientifique qui est composé d'experts et de spécialistes de notre région qui sont chargés d'expertiser les articles que nous recevons de nos auteurs. Ce sont donc des articles inédits, de fond, mais nous publions aussi, et là je m'adresse un peu à tous les enseignants et tous les doctorants, les étudiants qui participent à ce forum depuis le début, pour leur dire que nous publions aussi dans notre revue ICOSIM, nous publions des résumés de thèses, nous publions des mémoires de magistère, enfin tout ce qui concerne les travaux d'étudiants de manière à les porter à la connaissance du plus grand nombre et puis parce qu'on a besoin de publier. Voilà, donc c'est une revue aussi qui, nous participons bien sûr à tous les salons, qu'ils soient nationaux et même le salon du livre d'Alger, qu'ils soient aussi internationaux, le salon de Tunis. Nous participons au Maghreb des livres, qui est une grande rencontre qui s'occupe de toutes les publications d'Afrique du Nord qui a lieu à Paris. Le dernier s'est passé en février, nous y étions. Ça nous permet de rencontrer tous les Algériens qui sont stagiaires dans les institutions, dans les universités françaises. Notre revue, elle est sur des plateformes qui sont sur Internet, la plateforme Scopalto, la plateforme Kern, mais elle n'est pas en open access parce que nous avons besoin de la vendre. Donc, nous faisons un tirage papier, une impression d'environ 800 exemplaires à chaque fois, à chaque numéro, et nous imprimons à la librairie Mauguin, qui se trouve à Bida et que tout le monde connaît. Donc, tout ça pour dire que c'est une revue algérienne, publiée à Alger, imprimée à Bida
et qui donc encourage tous les présents et tous les gens tous les chercheurs, tous les archéologues la dernière intervention de Madame Meriem Gbeiliya nous a encouragés. Bien sûr, nous souhaitons effectivement publier tous les résultats de tous ces jeunes qui travaillent sur la recherche archéologique en Algérie, les jeunes stagiaires que vous avez présentés, Monsieur Balalou. Et voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci. Voilà. Très, très bien. Écoutez, je suis très honoré. Oui, voilà, oui. C'est l'élève qui parle à son maître, c'est Bouchnaqi. Ce qui est bien, c'est que ce sont les élèves qui dépassent le maître. C'est ça l'avantage et c'est ça le but. Je vous remercie, Monsieur Bouchnaqi. Je vous en prie. Monsieur Bouchnaqi, elle pose une question très pertinente parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, on souffre de la publication des résultats des fouilles et des différents documents. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de la Casbah d'Alger, c'est vrai, on a un petit centre de documentation de la Casbah d'Alger, mais j'aurais souhaité qu'on ait un centre qui regroupe toutes les études faites sur la Casbah d'Alger depuis très longtemps. Et ça nous facilite la tâche. Pourquoi, quand on a commencé à faire le travail sur les fortifications, il a fallu refaire les relevés. Il fallait refaire des sondages. Or, certainement, il y avait des relevés auparavant qu'on ne retrouve pas. Donc, voilà. Donc, un problème grave qui se pose, c'est une centrale de documentation ou un centre de documentation patrimoniale. Monsieur Casanova, vous devez être épuisé, mais content d'avoir eu tant de questions, tant de réactions. Moi, je suis également très heureux depuis le début de ces manifestations, ces conférences virtuelles, de voir combien finalement on a un potentiel en Algérie qui n'est pas totalement exploité et qui pourrait, à mon avis, apporter beaucoup dans une revitalisation de la politique culturelle. Je crois qu'il est important peut-être de profiter de cette période de confinement pour revoir un petit peu les perspectives, revoir un petit peu les priorités. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, non pas comme un résumé ni comme une synthèse, je n'oserais pas le faire, c'est que les positions concernant les villes anciennes, comme vous l'avez montré, et le désir de pouvoir les garder, les sauvegarder et les laisser en vie, c'est de faire une politique qui ne concerne pas la mise sous cloche de ces villes anciennes. Et nous avons eu beaucoup d'exemples où des interventions un peu directes, même sur le territoire maghrébin, par exemple, tout le monde sait que l'avenue Bourguiba devait se poursuivre comme une percée à travers la Médina de Tunis. Mais c'est la société civile, ce sont les intellectuels, les commerçants, la population qui a résisté, qui a dit on ne peut pas détruire ce patrimoine. Alors, entre ne pas vouloir le détruire et ensuite le préserver et le valoriser, c'est là la question essentielle que vous avez posée durant cet exposé et vous avez montré qu'on peut y arriver. Vous avez montré qu'il n'y a pas de fatalité en ce qui concerne la Casbah. Et comme l'ont dit plusieurs intervenants, et en particulier votre collègue de Saragosse, il y a un point très important quand il y a une complexité très grande que mon ami Abdelouahab a souligné. Il faut trouver les solutions de moyen terme. On ne peut pas aller soit d'un côté en disant on ne peut rien faire, soit de l'autre côté. Moi, j'ai eu une expérience à un moment, il a fallu faire une grande réunion à Fès, au Maroc, parce qu'il y a eu l'idée d'un politique qui a dit, de la même façon qu'à Paris, Haussmann a ouvert, a fait des percées, etc., pourquoi pas, nous ne pourrions pas, nous aussi, à Fès, ouvrir des grandes avenues. Et c'est ce qui a déclenché, en fait, le programme de réhabilitation et de revitalisation de la Médina de Fès. Et c'est un exemple qu'on peut voir aussi dans beaucoup de villes. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais c'est aussi un sujet d'importance qu'il faut prendre à bras le corps.
plusieurs intervenants ont signalé l'importance de la volonté politique. Ça, c'est très important. Nous le voyons dans beaucoup de pays. Moi, j'ai suivi les problèmes de restauration de la Médina, de la vieille ville de Sanaa, de la vieille ville de Shibam. J'ai travaillé sur le centre-ville de Beyrouth après la fin de la guerre. J'ai travaillé sur Hanoï. J'ai travaillé avec nos collègues de la Cité Vieja de Havana. J'ai demandé à ce qu'on amène les gens de Havana parce que ça a été un exemple très important d'une ville historique dans un pays sous embargo, mais qui, avec la volonté politique et bien sûr la participation de l'historiador de la Ciudad Vieja, a permis… Eusebio Leal. Je voulais que Eusebio Leal vienne aussi, comme vous, voir la Casbah et parler de son expérience, parler de comment il a fait les opérations tiroirs qui ont permis de conserver le tissu social et non pas de faire, comme tu l'as dit très justement, de la gentrification de cette ancienne ville. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que votre contribution aujourd'hui a permis à tous les architectes, à tous les urbanistes qui sont présents dans la salle, mais aussi aux éditeurs. Je vois donc Farida Rouman, que je salue, je vois Djilali Tahraoui. Je crois que la communication et la diffusion des informations est un élément important dans la prise de conscience. Et ensuite, il y a la collaboration publique-privée pour arriver à un système, tu l'as dit, je ne fais que répéter ce que tu as dit, pour arriver à un système de gouvernance. On m'a souvent demandé, même à Fès, quand on s'occupait de la Médina de Fès, le gouverneur m'a dit, mais pourquoi la campagne de Sanaa, malheureusement aujourd'hui Sanaa est dans un état déplorable, mais dans les années 90, Sanaa et la vieille ville de Sanaa et le travail qui a été fait pour la revitalisation de la vieille ville de Sanaa a été considéré par le PNUD et a été considéré comme un exemple lorsqu'il y a eu cette grande conférence à Florence qui s'appelait La culture compte. La cultura conta. La culture compte. La ville de Sanaa a été présentée comme un exemple. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de sauvegarder le tissu urbain, mais aussi le tissu social de cette ville. Et je crois que c'est la direction vers laquelle on peut aller. Bien sûr, il y aura des embûches, il y aura de la complexité. Aucune opération de sauvegarde, quelle qu'elle soit, n'est une opération facile. Voilà. Merci beaucoup, Sib Bouchnaqi. Casanova, tu as un mot à dire avant de clôturer, malgré qu'il y a 3-4 personnes qui demandent encore la parole, mais… Non seulement que c'est trop tard. Le résumé de M. Bouchnaqi a été très clair et je dois renforcer son commentaire de qu'en Algérie, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des gens qui sont absolument capables de gérer un problème comme la Casbah d'Alger, comme la Casbah de Delize ou comme l'office de la vallée d'Emza. Donc, il y a des gens qui sont absolument capables de gérer ça, mais il faut déclencher avec des décisions politiques et des leaderships qui permettent vraiment d'avancer, de pas faire de lancer, arrêter, que ça c'est vraiment le pire qu'on peut imaginer dans un processus si complexe comme c'est de la régénération urbaine dans une ville compliquée, mais même complexe dans une ville qui soit petite et simple. Ça sera toujours complexe. Absolument. Et il faudra dire aussi à tous ceux qui sont présents que c'est Djilali Tahraoui présente dans son prochain numéro Madinati un article de 2 personnes qui adorent la Casbah, qui travaillent beaucoup pour la Casbah, qui ont une vision critique. C'est Ja'far Lesbet et Amrin qui ont travaillé beaucoup sur l'atelier Casbah dans les années 80-90 et qui aujourd'hui présentent aussi un état, leur vision sur le patrimoine de la Casbah d'Alger. Merci.
Monsieur Bouchnaqi, Monsieur Casanova, يعطيكم الصحة. Merci à tous les amis. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mardi 19. On va parler sur le patrimoine naturel et culturel. Il ne faut pas rater cette conférence. Je ne veux pas vendre la mèche, mais il y a une chose très intéressante qui va être déclarée pendant cette conférence. C'est la surprise de l'année, Inch'Allah. J'ai désactivé les microphones. Vous pouvez tous parler ensemble si vous voulez échanger des mots. Merci. Je voudrais saluer aussi le directeur de la culture de Blida parce que dans toutes ses interventions, il a apporté vraiment une contribution aussi positive dans les appréciations de ce qui est en train de se faire au niveau des directions de culture qu'il a dirigées, mais aussi au niveau de Blida qui malheureusement a subi le confinement le plus difficile durant ces dernières semaines. C'est juste, il demande la parole depuis tout à l'heure, M. Bouchnaqi. Juste une précision, M. Bouchnaqi. Oui. Juste une précision, la contribution de nos amis, donc Armin Dur et Jafar